Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre thématique sera les jeux co-op. Dans le duel qui va avoir lieu plus tard dans l'émission, je vais défendre le jeu Star Wars The Clone Wars, tandis que de ton côté, Sam, tu vas défendre? Je vais vous parler de Ghost Stories. Donc avant de tomber au duel, on va procéder à notre tradition. On va discuter du duel qu'on a eu il y a un an. Donc, dans ce duel, on avait... Quelle thématique, Sam? C'était la thématique jeu de pirate. Donc, moi, j'avais parlé du jeu Skull Tale Full Sail. Donc, c'est une espèce de jeu de campagne, dungeon crawl, où il y a plusieurs phases. Dans le fond, on a une petite phase... on a une phase d'aventure, on a une phase de voyage pour se rendre à notre aventure, puis on a une phase dans le village, où ce que là, on va se promener, acheter des nouveaux équipements, payer pour se faire apprendre des nouveaux skills pis tout ça. Puis il va nous arriver toutes sortes d'événements qui vont comme rajouter un peu de vie au jeu. Puis comme un dungeon crawl classique, là, on a plusieurs classes de personnages. Là, il y en a qui sont meilleurs pour se battre de loin, d'autres de proche. Il y en a qui font de la magie parce que oui, c'est un thématique pirate, mais un peu à la Pirate des Caraïbes. Là. Il y a du fantastique dans tout ça. J'ai pas rejoué depuis l'an dernier, mais tu sais, c'est quand même c'est un jeu qu'on a complété. Ma conjointe et moi, on avait complété à l'époque la campagne principale. On avait commencé celle de l'extension. On n'a pas tout à fait fini parce que là, il y a eu beaucoup d'autres jeux de campagne qui sont rajoutés à ma collection, là, que ce soit les Gloomhaven, Journeys in Middle-earth, on a une de Imperial Assault en ce moment aussi qui est un peu sur la glace, mais bien, bref, beaucoup de jeux de campagne. Celui-là, je suis bien content de l'avoir fait. Je serais toujours partant pour y rejouer, pour soit continuer notre campagne ou en partir une nouvelle avec un autre groupe, là, parce que je pense que le jeu il est le fun à 2, mais il sera encore plus le fun à 4-5, où ce que là tu peux vraiment avoir parce qu'il y a un petit aspect de compétition pour le poste de capitaine. Puis tu sais, vu que c'est un jeu de pirate, tu sais, oui, c'est un jeu coop, mais tu peux quand même te faire des petits coups chiens pour essayer de voler le stock de l'autre, puis là. C'est très ça embarque dans la thématique de pirate, puis je pense que ça va être encore plus le fun comme ça là. Ouais, c'est un jeu qui avait, c'est ça, énormément de mécaniques, là. C'est quasiment, en fait, en termes de nombre de mécaniques différentes puis de variété, on a quasiment un jeu de rôle. Ouais, ben c'est ça, vu qu'il y a les 3 phases, chaque phase a comme ses petites règles, son petit fil de finesse, mais un coup que t'as passé au-dessus de la barrière de l'apprendre, il y a moyen d'avoir du fun avec là. De mon côté, j'avais défendu le jeu Merchants and Marauders. Dans Merchants and Marauders, on n'est pas nécessairement un pirate. On peut décider d'être un commerçant, comme on peut décider d'être un pirate puis de chasser, de vouloir chasser les commerçants. Donc c'est un jeu un peu sandbox, bac à sable, où on est assez libre. On a une carte des Caraïbes qu'on va visiter. On va essayer de piller des marchands. On va essayer d'aller vendre nos marchandises par la suite. On a un bateau puis un capitaine qu'on peut qui nous aide dans le fond, qui ont différentes caractéristiques. Notre bateau peut être amélioré avec des équipements supplémentaires, où on peut renforcer certains éléments du bateau. On peut aussi acheter des bateaux plus gros. On part avec un choix de 2 bateaux de petite taille, puis après ça, on peut se rendre jusqu'au galion. On a aussi une extension qui rajoute beaucoup de modules qu'on peut ajouter à notre partie, puis customiser notre expérience. Je trouve qu'il est quand même pas mal intéressant de ce point-là. Il peut rajouter un système de morale, on peut avoir une tempête, puis on choisit ce qu'on met pour ajuster vraiment notre partie à ce qu'on a envie de faire. Puis c'est ça, c'est un jeu dans lequel on peut avoir des combats de joueurs, comme il peut ne pas en avoir selon si on décide d'être tous des pirates ou tous des marchands ou des marchands puis des pirates. Fait que c'est un jeu qui offre quand même beaucoup de liberté. Puis on essaye, dans le fond, d'accumuler le plus de gloire pour finalement prendre notre retraite. Tu as-tu rejoué depuis l'an passé?
J'ai pas eu l'occasion d'y rejouer, non. On a essayé de jouer à des nouveaux jeux surtout. Fait que j'ai pas pu m'y remettre. Puis toi, Sam, je me rappelle, c'est un jeu que t'avais beaucoup aimé autrefois. Maintenant, tu Ben, je le pense regardes d'un œil plus critique. ouais, je pense qu'il monte son âge, là. Les parties sont un peu trop longues à mon goût. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est de builder ton bateau pis mais en tout cas, je pense qu'il y aurait moyen de, si on en faisait une nouvelle édition, il y aurait peut-être moyen de couper quelques affaires puis garder, tu sais, aller cherry pick dans les modules justement puis juste garder ceux qui fonctionnent le mieux puis y aller avec ça plutôt que de tout pitcher sur le mur puis de regarder qu'est-ce qui colle dans le fond, là. Ouais. Ça peut être ça. Ou sinon, ça peut être d'utiliser la règle de base pour ce qui est du stashing d'argent. Ce qu'on a arrêté de faire après une partie, mais qui, si on le gardait, on pourrait avoir des parties beaucoup plus rapides. Parce que là, on joue souvent avec la règle modifiée qui fait que Ouais, c'est plus long, mais c'est parce que sinon, c'est que la partie se gagne avant trop vite aussi. C'est bizarre, comme peut-être que ça serait mieux que cette règle-là. Faudrait essayer la prochaine fois. Ouais. Donc, ça fait le tour de notre duel de l'année passée. Maintenant, on va passer à la deuxième tradition, qui est de discuter des jeux auxquels on a joué récemment. Un jeu qu'on a joué récemment, en fait, je dirais même il y a quelques minutes, c'est le jeu Just One, designé par Ludovic Rodi et Bruno Sauter, et publié aux éditions Repos Productions. Donc, Just One, c'est un jeu de party. En fond, c'est un jeu où on doit être au moins 5, je dirais. Puis on peut aller jusqu'à 7 joueurs. Officiellement, ça peut se jouer à 3 aussi, mais ouais, je pense que ça commence à être mieux à 5. C'est un jeu co-op de déduction de mots. Donc, un joueur doit doit deviner un mot. Tous les autres joueurs doivent lui donner un indice, qui n'est qu'un seul mot, just one. Et si jamais plus qu'un joueur qui doit donner un indice donne le même indice, ces indices-là sont annulés. Fait que ça se peut que, admettons, on joue une partie à 5, on a une personne qui devine, on a 4 personnes qui donnent un indice. S'il y en a 2 ou plus qui donnent le même, ben la personne qui va deviner a des indices en moins. Ouais, ça fait qu'il faut comme donner des indices qui sont un peu champ gauche pour pas espérer de pas comme donner le même qu'à quelqu'un d'autre. En même temps, si on pense trop en dehors de la boîte, on va donner des indices trop vagues, trop flous, que la personne qui devine n'aura pas de chance de deviner son mot, tu sais. C'est ça, puis tu sais, des fois, c'est pas toujours évident d'aller champ gauche. Fait qu'il faut vraiment bien réfléchir à quel va être notre indice. Puis c'est un peu comique, là, ça me fait un peu penser à ce qui peut arriver dans Codenames, quand tu te dis, ben voyons, mon indice, il me semble il est clair, puis là, il est pas capable de trouver son mot parce qu'il pense complètement à côté de ce il pense pas de la même façon. C'est ça, faut que tu donnes tes indices en fonction de la personne qui devine un peu aussi, là. Je pense que c'est la clé pour parce que tu sais ça peut être un super bon indice si tu comprends une référence par exemple, mais si la personne comprend pas cette référence-là, ben ça l'aidera pas, tu sais. Exact. Mais c'est un jeu qui marche avec tout le monde, là. Tu peux jouer avec des non-gamers, ça passe super bien. C'est un jeu que j'ai montré à beaucoup de gens, puis ça passe toujours bien. Hier, j'ai joué, on était il y avait des ados, il y avait moi, il y avait des gens un peu plus vieux aussi, puis on a tous eu du fun, tout le monde a trippé, on a joué 2 parties de suite. Ça a été un succès avec tout le monde avec qui je l'ai montré, puis oui, c'est un petit jeu léger puis de party, mais t'as quand même moi j'aime la satisfaction de comme donner l'indice parfait que tu sais qui va pas faire de crossover puis qui tout de suite ça va faire deviner le bon mot à la personne, là. Je me sens intelligent quand j'arrive à trouver ces indices-là. Je suis pas capable de le faire à tous les tours, là, mais quand tu l'as, t'es comme, oh yes, ça c'est un bon indice, t'sais. Ouais, ça, je sais que ça te fait du bien, Sam, de parfois pouvoir te sentir intelligent. Je pense que ça fait le tour. C'est un jeu aussi qui est assez récent. Il était sorti en 2018 en version française. Puis aussi ça aussi en fonction de la langue que vous parlez, il y a différentes éditions qui incluent différentes langues. Mais à la limite, les personnes qui nous écoutent, ils doivent parler plus français qu'autre chose, je pense. Ouais, non, c'est... En tout cas, j'imagine, sinon, bienvenue.
Puis le jeu vient d'arriver en bêta sur Board Game Arena. Puis maintenant, il est disponible en tour par tour aussi. Au début, c'était pas le cas. Donc, si vous voulez aller l'essayer, que ce soit en français ou en anglais, là, c'est assez facile de se trouver des joueurs puis de se lancer dans une partie. Puis si vous voulez jouer avec nous, ben venez sur notre Discord, puis on pourra se partir une table là, en tour par tour ou en temps réel si on peut se trouver un moment qu'on est tous disponibles. Exact. Donc, c'était Just One, designé par Ludovic Rodi et Bruno Sauter, et publié aux éditions Repos Productions. Donc, Sam, sur un côté un peu plus intense et conflictuel, j'ai cru comprendre que tu as joué récemment à Twilight Struggle. Oui, je me suis fait une journée de gros jeux à deux épiques avec notre confrère Pat de un board game presque parfait. Donc, il est venu chez moi, j'ai montré War of the Ring, que je reparlerai pas parce que on a déjà parlé plein de fois sur le podcast. Puis lui, il m'a montré Twilight Struggle. C'est designé par Ananda Gupta et Jason Matthews et publié chez GMT Games en 2005. Donc c'est un gros jeu de guerre, de conflit. On va recréer la guerre froide. Donc c'est un jeu qui date quand même, mais qui a une très bonne réputation. Là, il a été longtemps le numéro 1 sur Board Game Geek en fait. C'est pour dire à quel point que les temps changent, hein, parce que je pense pas qu'un gros jeu de guerre comme ça va se ramasser bien mieux haut sur Board Game Geek de sitôt. Ouais, non, c'est ça. C'est peut-être aussi un jeu qui est un peu moins accessible. Mais oui et non, parce que les règles en tant que telles sont simples. C'est facile à comprendre. C'est sûr que c'est pas un thème qui va peut-être intéresser tout le monde. Surtout de nos jours, c'est comme bizarrement un peu trop d'actualité, là. Mais fait que c'est ça. On a un joueur qui va jouer les États-Unis, un autre qui va jouer l'URSS. Puis chaque faction, dans le fond, essaye de répandre son influence dans le monde, là, d'imposer son idéologie. Puis c'est basé sur un système de cartes. Puis c'est là que ça peut être intimidant, en fait, puis que c'est pas facile d'aller gagner sa première partie parce que les cartes, il y a beaucoup d'événements, c'est tous des événements dessus, dans le fond, qui sont inspirés de vrais faits historiques, de personnes ou d'événements qui ont eu lieu pendant la guerre, puis il est séparé en fond, on a comme 3 decks, là, on a le Early War, le Mid War, puis le Late War, puis vous en doutez, on va commencer avec le Early War, puis à un moment donné, c'est le Mid War qui va s'embarquer, puis après ça, le Late War. Puis ces événements-là, c'est très situationnel, très spécifique, puis si tu connais bien le deck, tu sais que telle carte s'en vient, ben t'as vraiment un avantage sur l'autre. Surtout dans le early pis le mid-war, on va passer le paquet au complet, là. Fait que si une carte est pas sortie encore pis que tu l'as pas dans les mains, pis que là tu sais que tout le paquet a été distribué, ben tu sais que c'est l'autre qui l'a, tu sais. En sachant ça, tu sais, ça te donne une info qui va influencer comment tu joues. Fait que c'est la première fois que tu joues, c'est dur de gagner quand tu joues contre quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au jeu. Puis sur les cartes, en fait, il va toujours avoir un chiffre puis un événement. Puis dans le fond, on peut utiliser le chiffre pour faire des actions là, qui vont nous permettre de faire des coups d'état, de répandre notre influence dans les différents pays sur le board. Le plateau, en fait, c'est une carte du monde qui est séparée en régions puis en pays. Puis dans le fond, au début de la partie, il y a certains pays qui vont être plus capitalistes, d'autres plus communistes. Puis là, au fur et à mesure que la partie avance, on peut utiliser ces points d'action-là pour aller essayer de changer des régimes ou juste de répandre passivement notre influence là, d'un territoire à un autre territoire voisin puis tout ça. Puis il y a certaines des cartes dans le fond qui vont déclencher des scoring qui vont être dans le fond on compte le nombre de présences que les deux joueurs ont dans une certaine région. Ça peut être par exemple l'Europe ou l'Afrique ou l'Amérique du Sud, etc. Puis là, la personne qui a le plus de présence dans le fond va faire des points. Dans le fond, quand ça marche, les points, c'est mettons, moi quand je fais des points, on amène le marqueur de mon côté. Puis là, si
Après ça, quand Pat va faire des points, ben on va reculer mon marqueur puis l'amener vers son côté. Puis là, si quelqu'un arrive à 30 points, il va gagner la partie. Pas 20. C'est Euh, pas 20. c'est peut-être 20. J'ai le board devant les yeux, c'est 20. Ah, ok, bon. Tu vois, même 20, c'est quand même assez difficile à atteindre. Oui, ça peut arriver que la partie finisse comme ça, mais il y a d'autres façons que... après un certain nombre de tours, ça va être celui qui a fait le plus de points, ou... moi, la façon que j'ai perdu, en fait, c'est que une des autres mécaniques du jeu, c'est qu'on va tracker, dans le fond, le DEFCON, qui est comme le niveau d'alerte nucléaire, si on veut. Fait que quand le conflit se réchauffe, si on veut, ou se met en branle, ben là, ça fait monter ça. Puis si on monte jusqu'au bout, puis que là, il y a guerre nucléaire, ben si ça arrive pendant mon tour, que ce soit à cause d'une de mes actions ou une des actions de l'adversaire, ben c'est moi qui perds, tu sais. Puis comment que l'adversaire pourrait avoir des actions à mon tour, c'est que sur les cartes, comme je disais, il y a des événements, puis ces événements-là, dans le fond, vont toujours favoriser un côté ou l'autre. En fait, c'est pas vrai, il y en a qui sont neutres, là, puis qui peuvent être utilisés des deux côtés. Mais si je suis le joueur URSS puis que je joue une carte avec un événement américain, oui, je peux avoir les points d'action de cette carte-là, mais on va quand même effectuer l'événement qui va aider mon adversaire. Fait que t'es tout le temps genre, tu sais pas trop quelle carte tu veux jouer parce que là, les cartes de ton côté, en plus, quand t'es joues, est-ce que t'es prends pour l'événement, est-ce que t'es prends pour les points, puis t'espères que un moment donné, la carte elle va revenir en jeu puis elle va aller dans la main de l'autre, puis là, il y aura pas le choix de la jouer pour ton événement. Puis les cartes que t'as de l'autre, justement, t'es comme obligé de les jouer puis de faire l'événement. Fait que faut que tu décides c'est quand le meilleur timing pour faire ça, parce que tu peux t'arranger puis te timer pour que ça aide pas trop l'adversaire puis que finalement ça soit plus ou moins neutre cette carte-là quand tu la joues plutôt que juste aider l'autre. Parce que quand tu joues une carte à ton tour puis que t'aides l'autre, ben là c'est un jeu de pouce dans le fond, là. Il y a plein de petits fronts que tu essaies de pousser. C'est beaucoup de tug of war de chaque côté, là, dans chaque pays, qui a plus d'influence, puis tu sais, chaque région, t'as comme t'as aussi une course à l'espace que j'ai pas parlé, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est ça, tu peux jeter des cartes comme ça te permet justement de passer les cartes événements de l'ennemi de cette façon-là, là, pour être le premier qui se rend sur la Lune, puis là, tu sais, plus t'avances sur cette piste-là, dans le fond, plus ça te donne des bonus, mais là, quand l'autre te rattrape, tu perds ces bonus-là, fait que tu sais, c'est plein de petites courses, plein de petits conflits que tu dois gérer en même temps, tu peux pas tout faire, puis il faut que tu fasses des choix déchirants, puis que tu essaies de faire le mieux avec ta main de carte, dans le fond. Ouais, vraiment, il y a vraiment beaucoup de confrontation, là. Puis comme tu dis, il y a du tug of war, du souk à la corde, mais comme dans plusieurs éléments du jeu, que ce soit au niveau du pointage, au niveau des événements, on est comme... Ça a l'air assez interactif. Ouais, c'est ça, t'es tout le temps en train d'essayer de tirer la couverte de ton bord, mais là, l'autre la retire, puis il retire un peu plus à une autre place, puis tu sais, tu veux couvrir tes mains et tes pieds en même temps, mais ça marche pas, tu sais. Mais c'était cool, j'ai aimé mon expérience, je serais partant pour y rejouer, là. Je sais que le jeu existe il y a une application là sur mobile ou sur peut-être sur PC aussi là, puis apparemment que c'est bien fait, puis là ça tu peux jouer en tour par tour, puis je pense que c'est un bon jeu. Faut que t'aies un autre joueur qui le découvre avec toi, puis tu sais tu joues plusieurs fois avec ce même joueur là, puis vous progressez ensemble là-dedans. Tu sais, en 2005 il y avait moins de jeux qu'aujourd'hui, fait que c'était peut-être plus propice à ce genre de jeu-là qui est peut-être pas à son mieux les premières fois que tu le joues, mais qui peut devenir vraiment intéressant si tu l'explores plus à fond avec un autre joueur, tu sais. Ouais, tu sais, quand tu commences à connaître un peu les mécaniques, à pouvoir prévoir un peu qu'est-ce qui s'en vient ou à savoir ce que l'autre joueur peut potentiellement te faire, tu as un niveau de stratégie qui augmente parce qu'il faut que tu réfléchisses à ça puis tu es conscient de ce qui peut arriver. Ouais, c'est ça, exactement. Puis comme j'ai dit, tu sais, oui, il y a beaucoup de mécaniques, beaucoup de petits détails de règles, mais au final, c'est
quand même pas si complexe. Là. La complexité vient vraiment de la stratégie, puis des événements, puis de connaître les decks de cartes. Là. Donc c'était Twilight Struggle de Anada Gupta et Jason Matthews et publié par GMT Games. Donc, récemment, on a aussi joué à un petit jeu de cartes. Ben, un petit jeu de cartes, il est pas... Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un petit jeu de cartes. Un petit jeu de cartes? Ok. Mais je trouvais qu'il y a quand même beaucoup de réflexion à faire. C'est le jeu Wild Space, designé par Joachim Thome et publié aux éditions Catch Up Games. Donc, Wild Space, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, où chaque joueur est un explorateur spatial. Il a sa petite flotte de vaisseaux d'exploration. Son objectif, c'est de faire un maximum de points. Pour faire ces points-là, c'est qu'en explorant les planètes, on va pouvoir ramasser des cartes, puis il faut faire des sets de cartes qui dépendent de cartes objectifs qu'on peut aller récolter pendant la partie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a différents types de cartes. T'as des personnages qui sont différents types d'animaux. Là, t'as des singes, des ours, des lézards, des pieuvres. Le style visuel me fait beaucoup penser au jeu Star Fox. J'ai joué beaucoup à Star Fox au Nintendo 64 à l'époque, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai acheté le jeu, c'est que ça me rappelait ce jeu vidéo-là. Ouais, les couleurs sont vraiment flashy. Là. Je trouve qu'il y a une esthétique assez attirante. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, les personnages, ils ont tous un animal, mais aussi comme une profession. Là, je pense qu'il y a 6 types d'animaux, 6 types de professions. Mais t'as aussi des officiers qui, eux, vont pas avoir de profession, mais vont te donner des points en fin de partie. Selon certaines, ça peut être des points pour les paires d'ours puis de scientifiques, mettons. Ou pour d'autres officiers, ou pour les robots, qui est l'autre type de cartes, qui eux autres, c'est juste straight up des points, mais qui ont aussi des professions. Puis à ça, on a une espèce de plateau. Fait qu'on a notre plateau personnel qui se construit avec les cartes qu'on va récolter. Puis à côté de ça, on a aussi un plateau d'exploration qui représente différentes planètes. C'est un peu ça qui détermine les actions qu'on va pouvoir effectuer. Chaque joueur a 5 petits vaisseaux. Une fois qu'on dépose notre vaisseau sur une planète, ce vaisseau-là ne pourra pas quitter cette planète-là. Puis dans le fond, en y allant une première fois, on va faire une action. Puis on est forcé de faire l'action suivante dans un tour futur. Fait qu'on a un peu une petite mécanique de sélection d'action. Puis à mesure que la partie va avancer, puis qu'on va ajouter les cartes à notre tableau, on va débloquer d'autres planètes qui débloquent d'autres actions qui vont être souvent peut-être un peu plus fortes ou un peu plus variées ou spécifiques à certaines situations, mais qui peuvent vraiment bonifier la stratégie. Puis la twist, c'est qu'au final, on peut pas mettre des cartes dans notre tableau n'importe quand. On peut vraiment juste les mettre quand quand notre vaisseau va être sur une position qui nous permet de jouer une carte. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment un jeu de combo parce que il y a des cartes que quand tu les poses vont te déclencher une autre action. Fait que là tu peux comme enchaîner ça. Tu sais, je pose cette carte-là qui me permet d'en poser une autre, qui me permet d'en poser une autre, qui me permet d'aller porter celle-là, qui me permet d'aller acheter celle-là. Puis tu sais, au début tu fais pas grand-chose, mais vers la fin tu peux vraiment, si t'as bien enligné tes affaires, comme faire des gros combos, des gros tours, que tu sens que tu fais plein de choses, puis tu vas aller chercher plein de points comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça qui est vraiment le fun du jeu, je pense, c'est de regarder les cartes qu'on a dans notre main, de regarder les cartes qu'on a dans notre plateau, puis dans notre tableau, puis d'imaginer le méga combo que personne s'attend de voir. Puis là, maintenant, tu mets une carte, puis là, clac, 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 t'en mets plein. Puis là, tout le monde là, wow! Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir faire ça. Ça m'est arrivé une fois ou deux de pouvoir en sortir, puis c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Ouais, c'est cool quand ça arrive, mais son défaut, je trouve, c'est qu'il t'es un peu à la vertu du hasard, justement, parce que tu sais, les cartes, il y en a qui sont meilleures que d'autres, puis des fois, pour compléter ton set ou pour vraiment maximiser ton objectif, t'as besoin d'une carte en particulier, puis tu sais, il y a pas un gros le marché de cartes, c'est dans le fond, c'est 3 cartes qui sont face ouverte, ou tu peux aller piger dans la pioche qui est face fermée, mais quand t'as pas la carte que tu veux dans le marché, ben là, t'essaies de piger, mais tu sais, les chances que t'as la pogne,
si t'as besoin d'un combo vraiment spécifique, mettons un lézard pilote, ben bonne chance. C'est sûr qu'il y a des moyens mitigés, là, tu peux défausser une carte pour resetter le marché à tout moment, mais tu sais, comme encore là, des fois moi la dernière partie qu'on a joué, j'ai fait cette action-là souvent. Puis ça a pas été payant parce que défausser des cartes, c'est quand même un coût assez important parce que, comme tu dis, ça repige pas gratuitement comme ça. Il faut vraiment que t'aies faire des actions pour aller les repiger, faire d'autres actions pour aller les jouer. Puis quand ta carte elle sort pas, ben c'est un peu frustrant, tu sais. Ouais, puis des fois aussi, tu peux avoir un combo de la mort entre les mains, mais qui au final te donnera pas de points beaucoup à la fin, parce que ces points-là, tu vas surtout aller les chercher avec les officiers, avec ta mission aussi de départ. Mais des fois, c'est ça, tu peux avoir entre les mains tu te dis, ah, si j'avais eu telle carte, tel officier, ça aurait été super payant, mais là, je vais mettre 4-5 cartes, puis ils vont pas vraiment me donner de points, ça peut arriver aussi. C'est ça. Mais tu sais, le jeu est quand même assez rapide à jouer, fait que même si t'as une mauvaise main puis que finalement t'as une mauvaise partie, ben au pire ça va durer 20 minutes, fait que tu vas pas agoniser pendant 2 heures pendant que les autres font des combos de la mort. T'sais. Exact. Puis comme on a dit, le visuel est super beau, là. Je pense juste pour ça, ça me dérange pas de le garder dans ma collection. Donc, c'était Wild Space. Bon, alors maintenant on arrive au clou du spectacle, le duel. Ouais, la semaine passée, pas la semaine passée, au dernier épisode, on était allé dans la confrontation pure, là. On avait des jeux de duel un contre un, très combatifs. Fait que pour aujourd'hui, on a décidé de se réconcilier avec des jeux coopératifs. Ouais. Donc c'est ça, on essaie de se réconcilier puis de combiner nos forces pour combattre des trucs méchants. Dans un premier temps, Sam va nous parler du jeu Ghost Stories dans lequel on a combattu des fantômes. Ouais, c'est un jeu quand même assez âgé, publié en 2008 et designé par Antoine Boza et publié chez Repos Productions lui aussi. Puis récemment, il a été réimaginé en le jeu Last Bastion. Je pense que ça fait quelques années qu'il est sorti, qui est, à ma connaissance, à peu près le même jeu. Ils ont juste changé le thème. Là. Dans Ghost Stories, on est des espèces de moines taoïstes qui défendent un village contre des fantômes, comme t'as dit. Puis dans Last Bastion, ben, là, ils sont allés plus dans le generic fantasy là, avec des elfes, des nains qui se battent contre des orques. Là. Dans une époque médiévale fantastique. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'aime mieux ma vieille version Ghost Stories, qui ça fait un peu plus original. Fait que le jeu, c'est un peu comme dans beaucoup de jeux coop là, à la pandémie, c'est qu'il va y avoir le jeu va nous pitcher des affaires dessus, faut essayer de maintenir notre tête hors de l'eau, d'éteindre les feux à mesure qu'ils s'allument, puis d'essayer de gérer le risque dans le fond, puis de mitiger les ennemis jusqu'à ce qu'on puisse se rendre à la fin puis finalement être capable de gagner, mais c'est beaucoup de mini-gestion de crise pour se rendre jusque-là. Donc, le village qu'on doit protéger, en fait, ça va être composé de 9 tuiles qu'on va disposer au hasard dans un carré 3x3. Puis, autour de ces 9 tuiles-là, on va aller placer les plateaux des joueurs. Peu importe le nombre de joueurs, on va toujours avoir 4 plateaux à gérer. Puis il va y avoir 4 moines qui sont les pièces des joueurs, si on veut. Puis qu'on joue à 1, 2, 3 ou 4, on va toujours avoir les 4 moines en jeu. Le jeu va nous proposer des règles spéciales si on joue à moins que 4. Dans le fond, on peut jouer avec des moines neutres, si on veut, qui ont des règles un peu différentes. Personnellement, j'ai jamais essayé parce que ce que je préfère faire, en fait, c'est juste puis ce qu'on a fait quand on a joué, c'est qu'on avait chacun notre personnage, puis collectivement, on contrôlait les deux autres, puis tu sais, quand on a joué, on disait comme, ben, moi je suis le rouge, Vincent c'est le vert, le bleu ça va être Ariane, même si elle jouait pas vraiment avec nous, puis le jaune c'était Maxime, tu sais.
Ouais, fait que quand on l'a mis sur le plateau, il a tout défait parce qu'il est roulé dessus, c'était désastreux. Fait que c'est ça, moi je préfère jouer comme s'il y avait 4 joueurs, puis tu sais, tous les joueurs qui sont là vont décider. De toute façon, c'est comme beaucoup de ce genre de jeu-là, c'est pas mal un jeu solo que on décide ensemble qu'est-ce qu'on va faire avec chacun des joueurs. Vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Merci Sam pour ce descriptif visuel. Fait que c'est ça, on va avoir nos 4 moines, puis dans le fond, quand c'est le tour d'un moine, première chose qu'on fait, c'est qu'on va piger une carte du deck de fantômes qui va ajouter un fantôme à aller combattre. Chaque moine a sa couleur, puis les fantômes ont comme 5 couleurs possibles. Donc un pour, tu sais, il y a les bleus, les rouges, les jaunes, les verts. Mais on a aussi les fantômes noirs, que ça, ils vont toujours, dans le fond, si je pige un fantôme jaune, même si je suis le moine bleu, ben je vais le mettre sur le plateau jaune. Et si je pige un noir, ben là, faut que je le mette sur mon plateau à moi. Puis généralement, ces fantômes-là ont tendance à être un peu plus forts puis un peu plus difficiles à aller combattre. Fait que première chose que je fais, non, en fait, c'est pas vrai. Première chose que je fais, j'active les fantômes qui ont déjà été pigés sur mon tableau. Après ça, j'en rajoute un nouveau. Puis si jamais je suis pas capable d'en rajouter un nouveau, ben là, je vais perdre un point de chi. Puis si j'ai plus de points de chi, ben mon moine va tomber au combat. Le joueur va être éliminé, mais il y a moyen d'aller le ressusciter par la suite, mais c'est quand même assez coûteux. Fait qu'on essaie d'éviter si possible. Ouais, puis en fait, même si un joueur est éliminé, on va invoquer des fantômes à partir de son plateau. Fait que ça peut facilement débouler quand on commence à perdre des moines. Ouais, c'est ça, on veut pas que ça arrive. Fait qu'après avoir fait cette espèce de tour de l'ennemi, ça va être au tour du moine, justement. Fait que là, on peut faire deux choses. Premièrement, on peut se déplacer. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut se déplacer de une case. Fait que, tu sais, le plateau, c'est un carré 3 par 3. Fait que, tu sais, si on est dans un coin puis qu'on veut se rendre à l'autre coin, ben, on est toujours à 2 déplacements, en fait, de tout. Toutes les cases. Mais 2 déplacements, c'est 2 tours, parce qu'à mon tour, je me déplace juste de 1. Puis ensuite, on va pouvoir faire une action. Puis là, on a deux choix. Soit que on combat les fantômes qui sont à des locations adjacentes à où est-ce qu'on est. Fait que là, quand on décide de combattre les fantômes, on va lancer 3 dés. Puis sur les dés, il y a c'est des dés à 6 faces avec chacune des 5 couleurs de fantômes, plus une face blanche qui est un joker. Fait que dans le fond, si je veux combattre un fantôme rouge, ben il faut que je fasse des dommages en lançant des faces rouges sur mes dés. Fait que si vous êtes bon en maths, vous allez voir que j'ai une chance sur 3 avec chaque dé parce que j'ai une face qui est rouge puis une face qui est joker. Sur chaque fantôme, dans le fond, il va y avoir un nombre de points de vie là, qui va être entre 1 et 4, je pense. Ouais. Puis là, j'ai juste 3 dés. Fait que si j'ai un fantôme qui a 4 points de vie, comment que je peux réussir à le battre avec 3 dés? Ben, c'est que il y a d'autres actions qui vont me permettre d'accumuler des ressources. Là. Dans le fond, il y a des jetons des 5 différentes couleurs. Fait que je peux dépenser ces jetons-là pour faire un dommage de plus pendant mon tour. Puis pour tuer un fantôme, il faut absolument faire tous les dommages dans le même tour. Là. Si je suis capable d'en faire 3, puis que j'ai un fantôme qui a 4, ben je fais pas 3 dégâts, puis la prochaine fois, si j'en fais un, je vais l'avoir. Non, t'as fait 3, il se passe rien. Faut en faire 4 d'un coup. Fait que ça, c'est une des choses qu'on peut faire, attaquer les fantômes. L'autre chose, c'est qu'on peut activer la tuile du village où on est. Puis là, il va y avoir différentes actions. Là. Il y en a qui vont permettre d'aller chercher des jetons, justement, qui nous aident à combattre les fantômes. Il y en a qui peuvent revivre les moines qui sont tombés au combat en payant certaines ressources. On peut payer un ki pour carrément bannir un fantôme one-shot. Ce qui peut être bon quand les fantômes sont plus difficiles à tuer, mais il y a deux choses qui sont moins bonnes, c'est que faut payer un chi, qui est une ressource assez limitée puis qui nous empêche de mourir. Dans le fond, c'est un peu comme notre vie. Puis en plus, certains fantômes, quand tu les tues en les attaquant, ben ça va, tu vas avoir une récompense. Ça peut te permettre de reprendre des ressources ou de reprendre du chi ou des choses comme ça. Mais quand tu les bannis avec cette tuile-là, ben tu fais pas cette partie-là de la carte, donc tu t'obtiens pas cette récompense-là. On a aussi un emplacement qui permet d'aller chercher des Bouddhas qui sont comme
tu les places au tour suivant un endroit où un fantôme pourra apparaître, puis la prochaine fois qu'un fantôme devrait être placé là, ben il va être tout simplement enlevé, puis on enlève le Bouddha aussi. T'as un endroit où ce que tu peux aller mettre un jeton de ressources, puis dans le fond, c'est comme un jeton gratuit pour tous les moines. Fait que si je mets un jeton rouge là, ben toutes les fois que j'attaque un fantôme rouge, ben je vais faire un dégât de plus. Et en plus, tu peux le changer en cours de partie. Fait que c'est pas une décision finale. Fait qu'en fonction des besoins, en fonction des fantômes qui sont déjà disponibles, ben, qui sont déjà là, tu peux changer cette couleur-là pour aider à la stratégie. Mais en même temps, c'est juste ça ton action. Fait que oui, ça se fait, mais ça coûte cher. Parce qu'on a pas beaucoup d'actions, puis il y a toujours des nouveaux fantômes qui arrivent, t'sais. Puis en plus, les fantômes, il y en a qui sont vraiment nasty, là. Il y en a qui vont arriver, puis à chaque tour, ils vont avancer. Puis là, quand ils arrivent sur le plateau, ben on hante une tuile. Fait que là, on peut plus utiliser l'action qui est dessus. Si on a toute une rangée de tuiles qui est hantée, puis qu'on devrait en hanter une quatrième, ben on perd la partie. T'as des fantômes qui vont empêcher tout le monde d'utiliser les jetons. T'en as qui peuvent pas être attaqués avec les dés. T'en as qui vont faire qu'on a un dé de moins quand on essaye d'attaquer. Fait que t'es tout le temps pogné à décider, bon, c'est quel fantôme qui est le plus dangereux, lequel qui nous met le plus de bâtons dans les roues en ce moment. Faut prioriser, faut discuter ensemble, bon, quel qu'on peut aller combattre. Puis, mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut coopérer. Si je suis sur la même tuile qu'un autre moine, ben ce moine-là peut défausser des jetons qu'il a accumulés pour m'aider quand je fais mon combat. Fait que tu sais, si on se regroupe à un endroit, ça peut être plus facile d'aller attaquer les fantômes qui sont là, mais en même temps, notre deux de nos moines à la même place, il y a beaucoup d'autres places qui vont peut-être être dans le trouble. Fait que beaucoup de choses à considérer comme ça. On affronte les fantômes jusqu'à temps qu'on passe au travers du deck. Ben pas le deck au complet, dans le fond, la 10e carte sur le dessus, ça va être le big boss, là. Au-dessous. En fait, dans la 10e avant-dernière carte. Oh, ouais, c'est ça. Fait que c'est l'incarnation du méchant Wu Feng. Puis dans le fond, dans le jeu, il y a une dizaine, je pense, ou une douzaine de cartes différentes. Fait que d'une fois à l'autre, on n'aura pas tout le temps le même boss à aller combattre. Là, il va apparaître à quelque part, il va avoir des pouvoirs particuliers, puis faut, en mode normal, faut juste comme réussir à aller le contrer avant qu'on finisse le deck au complet pour gagner la partie. C'est ça. Fait qu'on a des parties qui vont être assez différentes de ce fait-là. Sinon, le reste du deck va se ressembler. Fait que tu sais, quand tu commences à jouer plusieurs parties, tu commences à savoir c'est quoi les fantômes qui vont apparaître vu que ton deck de fantômes normaux va revenir. Puis là, tu peux pimenter ton expérience en justement en augmentant les niveaux de difficulté. Ça fait qu'à la fin, tu vas avoir des défis supplémentaires si t'es rendu capable de péter tous les fantômes facilement en cours de partie. Ce qui était pas notre cas encore. Non, parce mais que dans la partie qu'on a joué en mode initiation, on l'a pas gagné. Non, on s'est rendu jusqu'au boss, mais on s'est mis dans une situation où on n'a pas été capable de le battre, vu qu'on avait comme... En fait, dans notre boss en particulier, il fallait battre le fantôme qui était en face de lui, puis le fantôme qui était en face de lui, en fait, C'était un gros méchant dur à tuer qu'on se disait, ouais, mais tu sais, il est tough à tuer, mais il fait pas trop, tu sais, il y a pas trop de conséquences à être là, à part qu'il prend de la place, tu sais. Fait qu'on va le laisser là, puis on va gérer les autres, mais finalement, ça nous a rattrapés, tu sais. Ouais. Puis là, on n'en est pas venu à bout. Puis tu sais, tu parlais de variété tantôt, je pense que j'ai oublié de mentionner, mais chaque moine a comme une capacité spéciale, là. Puis chaque plateau de joueurs de chaque couleur, dans le fond, il a deux côtés, fait qu'on peut... on a deux choix pour chaque couleur de moine, fait qu'il y a quand même beaucoup de combos possibles là, pour rajouter un peu de variété à notre jeu aussi. Là. Je pense qu'il y a il y a quelques extensions aussi qui sont disponibles si jamais vous aimez vraiment le jeu. Il y a moyen d'ajouter de la variété avec les extensions. Yes, fait que ça fait le tour pour un premier tour d'horizon pour Ghost Stories.
Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Star Wars The Clone Wars, qui est en fait le jeu pandémique version Star Wars, on pourrait dire, qui a été designé par Alexander Ortloff et publié aux éditions Z-Man Games. Donc, on retrouve la mécanique de pandémique, sauf qu'on a mis ça à la sauce Star Wars pendant la période de la guerre des clones. Donc, chaque joueur va être un chevalier Jedi, puis leur mission, ça va être de combattre un des leaders des séparatistes. Donc, lorsqu'on met le jeu en place, on va choisir nos Jedi, on va choisir aussi nos méchants. Alors, le jeu, présentement, est disponible avec 4 méchants. On peut soit combattre le général Grievous, Maul, le comte Dooku ou Asajj Ventress, qui a chacun sa petite mécanique particulière. Puis on va avoir, dans le fond, au lieu d'avoir des maladies puis des virus qui vont se propager, on va avoir des soldats clones, des droïdes. Des droïdes. Des droïdes, pas des soldats clones, hein? Non, les clones sont dans le bord, là. À cette époque-là, il était encore du bord des gentils. Ouais, on est avant l'ordre 66, fait qu'ils sont gentils, les clones. Donc, on a les droïdes qui vont s'accumuler sur les différentes planètes. S'il s'accumule trop de droïdes sur une même planète, ben là, elle va tomber en blocus. Fait qu'on va avoir une station spatiale qui va se mettre en orbite, puis qui protège les droïdes en place. Puis ça ajoute de la menace, qui est une des façons de mettre fin à la partie en notre défaveur. C'est pas la seule façon, en fait, qu'on peut perdre. C'est quand la menace se rend jusqu'au bout. Exact, ouais. C'est la condition de défaite. C'est une des façons, mais c'est la façon. C'est la condition de défaite, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, il y aura d'autres choses qui vont faire qu'elle peut monter plus vite. Comme si on n'a plus assez de droïdes puis qu'on doit en placer d'autres, ben là, pour chaque droïde qu'on peut pas placer, on la monte. Fait que elle peut monter vraiment rapidement pour d'autres raisons. C'est ça. Puis on a aussi une piste d'invasion qui détermine le nombre de planètes qui vont être envahies à la fin de chaque round. Et à mesure que la partie va avancer, il va y avoir ce nombre-là va augmenter. Fait qu'au début, on a juste 2 planètes qui sont envahies, mais à la fin, c'est 4 planètes. Puis là, quand on nous demande d'avancer, mais qu'on est déjà au maximum de la piste, ben là, c'est la menace qui augmente. Puis là, c'est un peu le jeu qui dit, ben là... T'aurais dû gagner déjà, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que chaque Jedi va avoir un pouvoir particulier. Fait que puis ils sont tous assez différents. Il y en a qui permettent plus de mouvement, il y en a qui permettent plus d'offensive. Puis à ça, on va avoir la possibilité de piocher des cartes qui peuvent nous permettre d'améliorer les actions qu'on va poser. C'est là la grosse différence avec le pandémie de base, je pense, là. C'est que les cartes, vraiment, tu vas plutôt que les avoir en main, tu vas les jouer devant toi, puis tu vas pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Oui, ben, pas toutes, là, mais c'est ça. La plupart des cartes vont vraiment aller dans une espèce de petit tableau personnel, on va dire. Puis quand on effectue une action, admettons, on se déplace, on peut utiliser une carte vaisseau. On fait juste la tournée de côté, puis ça nous permet de bouger d'une planète de plus. Quand on attaque, ben dans le fond, on a des cartes qui nous permettent d'augmenter notre attaque, puis qui fonctionnent sur le même principe. On peut ajouter des dégâts supplémentaires. On a des cartes défensives qui permettent de bloquer les dégâts que les droïdes nous feraient. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'expliquer comment une attaque fonctionne. Ça va peut-être être plus clair. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, quand on joue notre tour, on a plusieurs actions différentes. Puis l'action d'attaque, c'en est une qui est importante. Quand on fait une attaque, il faut que notre Jedi soit sur la même planète qu'une armée de droïdes. Ou donc, un des boss. Ouais, aussi ça, ce qui est cool, c'est que les méchants, ils commencent sur le plateau aussi. Fait que c'est Dooku ou Grievous, il est sur le plateau, il va se déplacer puis il va faire des actions lui aussi. Puis on peut l'attaquer directement en cours de partie selon le méchant, là. Il y en a qu'on peut pas attaquer direct, mais la plupart, on peut les attaquer directement. Fait que là, mettons, on a notre Jedi sur une planète, il y a des droïdes, des méchants ou des blocus, et on dit, OK, je fais l'action d'attaquer. On commence par rouler un dé. On a un dé particulier qui est là, qui nous donne qui peut nous donner des points de dégâts contre les droïdes, mais qui peut aussi faire des dégâts sur nous. Donc, on a deux symboles. Donc, on roule notre dé, on a un nombre de succès. Puis, au succès qu'on a, on peut ajouter
des succès supplémentaires en tournant les cartes qu'on a déjà jouées devant nous. Il y a deux types de cartes d'attaque, puis on peut pas les combiner. On a des cartes d'attaque de furtivité, puis des cartes d'assaut, puis dans le fond, si on décide d'utiliser des cartes assaut, ben tu peux juste utiliser des assauts pour cette attaque-là. Puis à l'inverse, si tu fais de la furtivité, tu peux juste utiliser des cartes furtivité pour cette attaque-là. Si jamais tu as un autre ami Jedi avec toi sur cette planète-là, ce joueur-là peut aussi t'aider en tapant des cartes de son bord. Il y a cet aspect-là, on peut se donner des coups de main. T'sais, mettons, il y a vraiment une planète qui a plein de bonhommes dessus. Là, on peut se mettre à deux puis dire, OK, on va essayer de la vider. Ouais, puis c'est là que ça devient payant parce que dans le fond, l'autre joueur, même s'il tape ses cartes, au début de son tour suivant, il va les détaper. Donc c'est vraiment bon de les utiliser nos cartes pendant le tour de l'autre joueur, tu sais. Exact. Fait que c'est important de se coordonner pour pouvoir soit clearer les droïdes ou faire une autre action qui est importante puis qui peut utiliser les cartes, c'est de faire les cartes mission. Parce qu'en fait, dans une partie, on va avoir un paquet de cartes mission dont la taille dépend du niveau de difficulté que vous voulez avoir. Plus on veut jouer facile, moins on met de cartes, puis si on veut plus de défis, on met plus de cartes dans le paquet. Il faut passer au travers de ces missions-là pour ensuite pouvoir faire passer le méchant en mode bataille finale. C'est cool parce que t'as cet aspect-là de boss fight qui arrive à la fin de la game que je trouve assez intéressant. Mais là, c'est ça. Fait que là, on a pareil comme dans Ghost Stories, finalement. Pareil. Sauf que là, on a des... En tout cas. Et là, c'est ça. Fait que là, quand on a des missions qui sont visibles, dans le fond, on a toujours deux missions en parallèle qui peuvent être faites. Ben, ces missions-là, ils vont être un peu comme des combats dans le sens où il faut être sur la bonne planète, il faut rouler des dés. Puis il faut avoir chaque mission va avoir dans le fond, un nombre de succès qui va être requis pour qu'elle réussisse. Puis selon les missions, on va avoir différents symboles qu'on peut utiliser. Fait que, il y a des missions qui nous permettent d'utiliser les cartes furtivité ou les cartes vaisseau. Puis selon la mission, ça va varier. Souvent, les missions vont aussi avoir une capacité particulière qui va leur être associée. T'sais, ça peut être que si tu arrives sur la planète, ben tu peux plus en sortir, ou tu peux pas tenter la mission tant qu'il y a des bonhommes dessus. Fait que t'as différentes petites saveurs pour chaque mission. Ouais, le jeu va chercher beaucoup de cette thématique-là avec les missions puis avec les cartes, là, c'est plein de petites références à la série Clone Wars. Donc si vous avez écouté la série, vous allez reconnaître les missions. Ah oui, ça c'était dans tel épisode, ou puis les cartes, il y en a beaucoup que c'est des clones, là, pis comme des clones. Il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres, là, parce que dans l'émission, il y en a qui se démarquent un peu plus. Fait que tous ces clones-là vont être des cartes. T'as aussi des cartes qui sont des personnages autres que les clones, qui sont plus des trucs à usage unique. Là. T'en as une, par exemple, c'est C3PO, Pierre 2D2, t'en as un autre pour Padmé, t'en as pour plein d'autres personnages que vous allez pouvoir reconnaître si vous avez écouté la série. Ouais, puis ça, c'est des cartes que, une fois que tu les fais, ils prennent le bord, dans le fond, on les utilise plus. Puis c'est ça. Ça m'amène aussi à parler des dégâts, parce que souvent, quand on va réussir une mission, on va aussi avoir des dégâts. Puis les dégâts, dans le fond, c'est qu'on doit défausser les cartes qu'on avait devant nous. On peut se protéger de ça en utilisant les cartes jaunes qu'on peut taper justement pour pouvoir éviter les dégâts. Donc c'est ça, fait qu'on peut on a ces trois actions-là, se déplacer d'une planète à l'autre, attaquer, tenter de résoudre une mission, puis on a aussi la possibilité de piocher une nouvelle carte escouade pour l'ajouter à notre plateau de cartes. On peut seulement avoir 7 cartes devant nous. Fait que des fois, faut un peu changer notre stratégie à mesure que les missions vont apparaître. Parce que là, admettons, on a plein de cartes rouges d'assaut. Mais là, les deux missions qui sont disponibles, ils demandent juste des cartes jaunes. Admettons, ben là, il faut essayer de changer un peu ce qu'on a devant nous pour s'adapter à la situation. Contrairement aussi à d'autres jeux de pandémie, les cartes qu'on va défausser, si admettons on passe au travers du deck de cartes d'escouade, on peut le rebrasser une fois qu'on a passé au travers du deck. Fait que,
On meurt pas parce qu'on épuise les cartes, parce que de toute façon, on va falloir les faire cycler un peu devant nous pour s'ajuster à mesure que la partie va avancer. Donc, le tour d'un joueur va consister à faire 4 de ces actions-là. On peut en plus faire aussi en action gratuite le pouvoir de notre personnage. Et une fois que c'est fini, on va avoir la phase des méchants. Un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que le méchant, c'est ça, il reste pas statique. Il y a un deck de cartes qui lui est associé, qui est différent en fonction du méchant qu'on va combattre, puis qui va avoir des effets. Donc là, on finit notre tour, on pioche une carte du paquet du méchant, il va effectuer des actions. Ça peut être souvent qu'il va soit se déplacer, invoquer son pouvoir spécial. C'est lui aussi qui va provoquer des invasions, qui va faire augmenter la piste invasion. Puis il faut dealer un peu avec qu'est-ce qui va nous arriver là-dessus. Puis c'est là aussi qu'on va piger la fameuse carte classique pandémie là, qui nous fait remettre les cartes où les droïdes sont déjà arrivés sur le dessus du deck d'invasion. Donc on sait un peu après que cette carte-là soit arrivée, c'est quoi qui peut nous tomber dessus dans les prochains tours, tu sais. C'est ça, c'est avec ça qu'il faut que tu joues, il faut que tu sois en mesure de dealer avec ce que tu sais déjà qui va arriver pour pouvoir ne pas perdre. La première partie que j'avais faite, j'avais un peu je suis pas quelqu'un qui a joué beaucoup à Pandémie, puis je me suis fait un peu avoir par ça parce que rapidement j'ai pioché la carte qui faisait remettre les cartes invasion sur le dessus quelques fois, puis rapidement j'ai été dépassé par les événements, il y avait des blocus partout, puis à chaque fois qu'on mettait un blocus, ça augmentait la menace, mais à un moment donné, j'avais plus de blocus à mettre. Puis ça faisait que je gagnais 2 menaces. Donc ça s'est réglé assez vite. Parce que ça donne que dans un jeu pandémie, il faut combattre les trucs qui s'accumulent. Ça fait partie de la stratégie, il paraît. C'est pas mal le principe de base. Fait que c'est ça, puis c'est un peu... j'aime bien ton image là, d'assiette qui tourne, là. C'est un peu... T'en as un peu partout comme ça qui tourne. Chaque planète est un peu une assiette, puis là t'essaies de voir, ok, faut qu'on aille où? Faut-tu aller faire la mission plus vite? Faut-tu essayer de clairer cette planète-là? On sait que cette planète-là va être repiochée bientôt. On sait que celle-là, non. Fait que là, faut un peu gérer tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que chaque planète, dans le fond, revient juste une fois dans le deck d'invasion. Fait que si elle vient juste de sortir, ben je sais que j'ai un peu de lousse avant qu'elle revienne. Fait que c'est pas celle-là qu'il faut que j'aille éclairer en premier, tu sais. Juste une fois, à une exception près, en fait, c'est qu'on a aussi dans le paquet invasion les cartes qui correspondent aux planètes où est-ce qu'il y a des missions. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça se peut que tu doives mettre 2 droïdes sur la même planète si, admettons, c'est une planète qui a une mission Dessus, ouais. qui est en cours dessus. Fait que t'as ça et tout qu'il faut faire attention. C'est ça. Fait que t'avances comme ça, t'essayes d'éclairer des planètes, tu fais tes missions jusqu'à temps que t'arrives au boss final. Là, le boss final, on retourne la carte du méchant. Il va avoir un changement de mise en place. Il va avoir un changement d'habilité du méchant. Puis là, c'est vraiment, selon le méchant qu'on va combattre, il faut réussir ce qui est écrit sur cette mission-là pour pouvoir gagner. Ouais, comme Donc, nous autres, par exemple, on était contre le compte Dooku. Fait que là, quand ça arrivait, il allait à Coruscant, puis là, fallait aller le combattre, puis toutes les fois qu'on le battait, il respawnait à Coruscant, il fallait le faire 3 ou 4 fois, je pense. c'est ça, il fallait le combattre à répétition. Puis pendant ce temps-là, on avait encore Grievous qui se promenait puis qui causait du trouble. Puis en cours de partie, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait quand même éliminer, c'est ça, nos antagonistes. Mais ils pouvaient aussi revenir. Il y a une carte qui disait, tu sais, avec Dooku, entre autres, on avait Asajj Ventress, on avait Grievous puis Dooku sur le plateau en même temps qui se promènent. Puis on réussissait comme à les battre. Là, ils retournent dans la réserve. Mais il y a une carte du paquet de Dooku qui disait, bon ben, ils reviennent. Fait que là, il fallait les replacer. On avait ça. Ouais, puis il y avait beaucoup de cartes aussi qui disaient genre ils se déplacent, puis s'ils sont à la même place qu'un Jedi, ils font des dégâts, puis fait qu'il fallait les gérer en plus des droïdes et des missions. Exact. Fait que c'était quand même intéressant. C'est ça, chaque méchant a un peu sa petite saveur. J'avais joué avec juste Grievous une fois qui lui va vraiment amener des droïdes à l'appel tout le temps, puis qu'il faut être un peu plus
attentif dans ce temps-là. Puis c'est ça, on a Maul qui a une mécanique un peu qui fait qu'il va gagner en force si tu le laisses aller, puis il faut que tu ailles le combattre, qu'il perde la force. Puis faut que tu gères ça, faut que tu sois tout le temps un peu proche de lui pour essayer de t'assurer qu'il va pas te devenir trop fort puis faire augmenter la menace. C'est ça, chacun a son petit truc spécifique, fait que c'est le fun, ça rajoute de la variété juste par le fait que le méchant est différent. Et finalement, ben chaque Jedi a aussi son pouvoir, fait que t'as le goût d'essayer les pouvoirs des autres, t'as des pouvoirs aussi qui combinent quand même bien. Nous autres, on avait joué avec Yoda et Mace Windu, fait que moi, avec Yoda, je pouvais faire déplacer quelqu'un, je pouvais faire déplacer un autre joueur, puis à côté Mace Windu, lui, il pouvait attirer les droïdes des planètes adjacentes vers lui, fait qu'on avait un combo qui était quand même intéressant, qui nous donnait beaucoup de... On avait beaucoup de mobilité, puis on était capable de comme atténuer les crises, parce que justement, on s'est arrangé pour attirer les droïdes sur des planètes qu'on savait qu'ils allaient pas sortir parce qu'ils étaient encore dans le dessous du paquet d'invasion, tu sais. Exact. Tu sais, on avait un bon combo, puis il y a plusieurs combos comme ça de pouvoirs de personnages qui peuvent s'avérer intéressants à essayer. Ouais, moi j'ai quand même aimé, là, je suis pas le plus grand fan de Pandémie à la base, mais c'est probablement la meilleure version de Pandémie que j'ai joué. Fait que tu sais, je pense que si vous aimez le genre Pandémie, ça vaut vraiment la peine de l'essayer parce qu'ils ont quand même rajouté beaucoup de petits twists puis de trucs thématiques par-dessus. Je trouve que côté thématique, c'est bien réussi, là. C'est tu sais, j'ai écouté récemment justement la série Clone Wars, fait qu'il y a plein de trucs que j'ai vus puis que j'ai reconnus, puis j'ai trouvé que cet aspect-là était bien fait. Fait que si vous êtes un fan de Star Wars, mais pas nécessairement de Pandémie, je pense que ça vaut la peine de l'essayer aussi. Mais si c'est pas le cas, je pense pas que c'est un jeu pour vous. Tu sais, c'est pas lui qui va vous faire changer d'idée sur Pandémie, je pense. Non, parce que tu sais, on garde la mécanique centrale du jeu, là, de trucs qui s'accumulent, puis de gestion un peu de crise. Ouais, c'est ça. C'est écrit un Pandemic System Game, mais c'est ça, c'est Pandémie, mais avec un coating un peu différent. Mais on a quand même réussi à bien ajouter, je trouve, la thématique Star Wars dans tout ça. Ouais, c'est ça. Puis les mécaniques qu'ils ont rajoutées par-dessus fit bien avec la thématique. Ouais, je trouve que c'est quand même une belle adaptation, là. Je t'avoue que j'étais un peu réticent parce que là c'est drôle, là, c'est moi là qui est en train de bâcher sur mon propre jeu que je défends. Mais tu sais, comme tu dis, Pandémique, je trouve que c'est un jeu qui a été comme vraiment beaucoup, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé là. Tu sais, il y a un Pandémique pour à peu près, en tout cas à terme, il va avoir un Pandémique, je pense sur à peu près tout là. Il y en a il y a un Pandémique World of Warcraft, il y a un Pandémique Cthulhu, il y a un Pandémique Legacy, il y en a même plusieurs. Il y en a 3. Il y en a 3, c'est ça. Tu sais, c'est un système qui est utilisé presque à outrance, mais avec des thématiques un peu différentes. Mais là, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Puis c'est ça, j'étais pas convaincu nécessairement au départ que ça allait être bon, mais il a réussi à m'amadouer. Puis j'ai bien aimé mon expérience. C'est pour ça aussi que je me sens à l'aise de le défendre, là, c'est que c'est un autre jeu pandémique, mais en étant assez différent pour que ce soit. Si on veut tomber dans les comparaisons entre les deux, ou même peut-être plus une ressemblance entre les deux, c'est que c'est moi leur plus gros défaut, je trouve que c'est des jeux solo plus que co-op. Tu sais, t'as un puzzle, il y a une solution optimale, puis que tu sois un ou trois pour la trouver, ça change pas vraiment l'expérience là. Tu sais, si t'as un joueur qui est un alpha gamer, ben il va dire à tout le monde quoi faire. Dans les deux cas, là, les deux jeux ont rien pour contrer ce problème-là, qui est c'est pas nécessairement un défaut, là, c'est plus un défaut de joueur que de jeu, mais tu sais, si vous avez des alpha gamers dans votre groupe, ben il y a aucun de ces deux jeux-là qui va shiner pour vous, je pense. Ouais. En même temps, je pense que c'est un thème récurrent. Je pense à chaque fois qu'on a un jeu co-op, on finit par amener ce point-là.
Ben, Il y a peut-être la façon de dire, si vous avez un alpha gamer, invitez-le pas à jouer à des jeux coop. ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres jeux qui permettent d'avoir de l'information cachée ou des trucs comme ça qui peuvent contrer ça. Ces deux jeux-là le font pas, donc je tenais juste à le dire pour pas... Parce que moi, j'ai tendance à être un peu ce genre de joueur-là. Fait que... Mais je pense que Ghost Story s'en tire un peu mieux à ce niveau-là parce que il est plus difficile. Beaucoup plus difficile à gagner, donc la stratégie optimale est pas tout le temps aussi claire qu'avec Pandémie. C'est sûr que dans les deux cas, on a joué à un niveau de difficulté quand même assez facile. Mais moi, en tout cas, à Pandémie, j'ai trouvé on n'est pas vraiment passé proche de perdre. Non, mais tu sais, comme tu dis, en Pandémie, il y a moyen on a mis 4 missions, là, tu sais, c'est le deuxième niveau le plus facile. Fait que tu sais, c'est pas non plus le gros défi. Mais tu sais, à Ghost Stories, on a joué au niveau le plus facile, puis on a quand même perdu, tu sais. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans le cas de Ghost Stories, on a vraiment moins une bonne vision à long terme. Tu sais, quand on va piocher du paquet de cartes des fantômes, c'est vraiment une surprise, on sait pas où est-ce qu'il va aller. Tu sais, quand on est dans le deck invasion, au niveau de pandémie, après une fois qu'on a qu'on a rebrassé le paquet sur le dessus, on a une meilleure vision à plus long terme, puis on peut plus prévoir ce qui va se passer, puis réagir, puis créer une stratégie en fonction de ça. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qui fait que c'est plus facile, en fait, là. Exact. C'est ce qui fait que c'est plus facile, mais en même temps, je trouve que ça fait que justement, t'as un aspect stratégie que tu peux construire plus facilement. Tu sais, mener dans Ghost Story, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais, t'es plus en réaction. Exact. Mais tu peux quand même avoir une stratégie. Tu peux en avoir une, mais là, tu sais, il y a beaucoup plus je sens qu'il y a plus de hasard dans justement qu'est-ce qui va se passer, puis vu que t'as moins de prédictions, c'est ce qui fait que c'est plus dur parce que tu vas te faire un plan, puis tu sais, il y a des grosses chances que ton plan, tu doives le changer parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. En Clone Wars, une fois que il y a moyen d'avoir un plan puis de rester dessus un peu plus facilement. Je pense que c'est ça qui fait que c'est plus simple, c'est que tu peux bâtir une stratégie qui va tenir la route pendant plus longtemps que dans Ghost Stories. Ben, c'est ça. Moi, je vois ça comme un défaut parce que justement, un coup, t'as trouvé cette stratégie-là, il te reste juste à l'appliquer. T'es comme, tes 3-4 prochains tours sont décidés quasiment, là. Ouais, mais faut juste comme que tu go through the motions, là. Ouais, mais moi, à l'inverse, je trouve que c'est bien parce que tu t'es moins à la merci du hasard. Ben, Tu l'as un peu, là, tu sais, je veux dire, tu vas quand même rouler un dé puis manger des pizzas, puis c'est ça, puis l'ordre dans lequel les cartes sortent peut vraiment soit te favoriser ou te scrouer totalement, tu sais. Ouais. Mais tu peux le prédire un peu plus facilement que dans Ghost Stories. Ouais, mais dans Ghost Stories, t'as plus de façons de le mitiger, ce hasard-là. Parce que justement, tu peux t'équiper pour que t'aies juste besoin d'avoir un succès sur tes 3D, tu sais. Pis t'as 3 fois une chance sur 3, fait que t'as des bonnes chances de réussir, tu sais. Tu peux essayer de pousser ta chance puis d'y aller quand t'as moins quand que les probabilités sont moins de ton bord, mais tu sais c'est moins recommandé, tu sais. Ouais. C'est sûr que tu peux il y a une mitigation du hasard aussi dans Clone Wars avec les cartes, mais en même temps, tu pioches d'un paquet, t'auras pas nécessairement ce que t'as de besoin. Non, c'est ça, tu sais, si t'as besoin de cartes mauves puis que les 4 prochaines cartes que tu pognes c'est des rouges puis des jaunes, ben tandis que dans Ghost Stories, le hasard vient beaucoup des dés quand t'attaques. Mais encore là, tu sais, t'as des personnages qui permettent de le mitiger, t'en as un qui permet de rerouler ses dés ou qu'il y en a un de plus, fait que t'as plus de chances de réussir. T'as des tokens aussi que tu peux accumuler pour pouvoir les dépenser. C'est ça, puis tu sais, t'as un des personnages justement qui permet d'accumuler ces tokens-là plus vite ou qui peut affaiblir les fantômes pour que ce soit plus facile à attaquer. Fait que tu sais, tu peux aussi utiliser la tuile de village pour la mettre de la couleur que t'as besoin avant d'aller attaquer, tu sais. Fait qu'il y a moyen de combattre ce hasard-là pis de pas trop en dépendre, tu sais. Ouais. Définitivement, dans les deux cas, on essaye
d'être pas totalement dépendant des dés. Sinon, j'allais dire, c'est ça. Niveau esthétique, les deux, je les trouve beaux. Tu sais, c'est sûr que Star Wars Clone Wars, j'avais une grosse vibe du plateau de Star Wars Rebellion, là. Tu sais, au final, c'est de l'espace avec des planètes dessus. Les artworks, quand même, étaient intéressants, parce qu'on avait des dessins qui rappelaient, c'est ça, plein d'éléments de la série Clone Wars. Les mini étaient super bien faits. On a plein de droïdes avec des poses différentes, des bonhommes avec des sables laser. Je le trouvais pas mal beau. Puis dans le cas de Ghost Stories aussi, je trouvais que c'était... Ouais, l'artwork est vraiment cool, là. On a un petit style un peu dessin animé manga même, pour ce qui est des fantômes puis tout ça. Ou même les illustrations sur les tuiles. Les figurines sont quand même belles, là, surtout pour un jeu de 2008. C'était pas une époque où il y avait une tonne de figurines sur le marché comme maintenant. C'est pas c'est pas des Simon là, mais ils font quand même très bien la job. C'est ça, je pense que dans les deux cas, si le style de l'esthétique vous parle ou si le thème de Star Wars vous parle, vous allez y trouver votre compte. Je pense pas qu'il y en a un qui se démarque plus que l'autre à ce niveau-là, tu sais. Non, c'est ça, les deux sont bien, là. Puis, je trouve ça, comme tu l'as dit au début, quand t'as parlé de Ghost Stories par rapport à Bastion, je trouve que justement, on a une thématique originale dans Ghost Stories, tu sais, les moines taoïstes, tu sais, au début, en fait, quand j'ai vu Ghost Stories, je m'attendais pas du tout à ce style-là, j'avais pas vu la boîte, rien. Je t'avoue que la première fois que j'avais entendu parler du jeu, j'étais comme, ça m'inspirait pas. Puis finalement, tu sais, quand on l'a déballé puis qu'on l'a installé, là, j'étais comme, tu sais, ça, quand même un style cool, puis là, tu sais, on est dans une espèce d'univers chinois, mystique. Finalement, je me suis laissé emporter par le thème, puis j'ai bien aimé. Ouais, dans les deux cas, je trouve que en tout cas, moi, ça me parle plus qu'un jeu comme Pandémie, que le thème est plus actuel, plus groundé, si on veut, là. Je sais pas, j'ai plus de fun à aller me battre contre des monstres ou des droïdes que juste à faire des expériences pour guérir des maladies, tu sais. Il y a un peu plus d'échappatoire, tu sais. C'est moins moins ma réalité. Ouais, c'est vrai que dans ton cas, Pandémie, c'est un peu trop proche de la réalité. C'est ça. Pour moi, ça fait pas mal le tour. J'aurais envie de dire que pour moi aussi, là. C'est ça. Si vous voulez un jeu un peu plus facile pour jouer avec les enfants, peut-être Clone Wars. Puis si vous voulez un défi de gamer, ben Ghost Stories. #TeamSap. Je te trouve un peu raide dans ton interprétation que jeu de gamer, il y a juste que c'est Ghost Stories l'option, là, parce que je pense que... Ben entre les deux, là, je te parle pas de... Ouais. Non, mais je pense que tu peux augmenter la difficulté de Star Wars Clone Wars pour que ça devienne un défi respectable. Bon. Ça, c'est notre interprétation personnelle. Fait que maintenant, ça va être à vous de parler, vous. C'est lequel des deux jeux vous avez le plus le goût d'essayer? Est-ce qu'il y a d'autres jeux coop un peu dans le même style que vous pensez qu'ils sont meilleurs? Dites-nous ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, ou venez rejoindre notre communauté Discord, puis faites-nous part de vos choix. C'est toujours un plaisir pour nous de lire vos commentaires puis d'écouter vos suggestions de jeux. C'est exact. Donc on aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter. Donc sur ce, je t'ai Vince. Et je suis encore Sam. On vous dit à plus. Bye! Fait que je vais hoster ça. T'auras jamais vu ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de caméra. C'est ça que je vois pas. Exact. Tu vois, ça a full rimé en plus. Ça va peut-être être à la fin.
Ouais, c'était pas particulièrement drôle non plus. Ouais, mais si on attend que tu dises des choses particulièrement drôles, on n'aura jamais de podcast. C'est comme si on demandait à toi de dire des choses particulièrement intelligentes. Burn! Ok. Le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre Je suis votre hôte Vince et je suis avec. C'est mon imitation de Vincent. Oh. Ok, on commence pour vrai, là. On commence pour vrai. Ok. Mais avant tout ça, on va passer à notre tradition d'épisode, c'est-à-dire qu'on va discuter du dernier duel, Le dernier duel? Ouais, c'était un duel de duel. Ouais. Mais là, c'était que la gueule. Ça va bien. Le café, il a pas encore kick in. Okay? Ouais, c'est rare qu'on enregistre le matin. C'est vrai. On reprend.